La guerre entre le Royaume-Uni et la Russie a déjà commencé. Non, je n'exagère pas, ce n'est pas une prévision. C'est ce que les chefs du renseignement britannique eux-mêmes admettent publiquement depuis des mois. Le chef du MI5, le service qui s'occupe du contre-espionnage au Royaume-Uni, a dit très clairement que la Russie est déterminée à semer le chaos et la destruction dans les rues britanniques. L'ancien chef du MI6 Richard Moore, à la tête du service britannique équivalent à la CIA responsable de l'espionnage à l'étranger, a été encore plus direct. Selon ses propres mots, les services de renseignement russes sont devenus fous. Et le chef des forces armées britanniques a avoué dans une interview que la situation actuelle est plus dangereuse que tout ce qu'il a vu au cours de sa carrière. Mais cette guerre n'est pas celle que vous imaginez. Elle n'a pas autant. En traversant les frontières, elle n'apparaît pas dans les journaux du soir. Elle se passe juste sous notre nez, en silence. Et c'est exactement pour cela que ça fonctionne. C'est pour cela qu'en avril 2026, le Royaume-Uni a fait quelque chose que personne ne pensait revoir un jour. Après plus de 2 décennies à prendre la poussière, Londres a ressorti le document le plus secret du gouvernement britannique. Un plan qui, pendant toute la guerre froide, contenait les instructions exactes pour transformer tout le pays en une machine de guerre en quelques semaines. Son nom est le livre de guerre du gouvernement. Et le fait qu'il revienne maintenant, à cet instant précis, est l'aveu officiel que Londres tentait de cacher à tout prix. L'ère de la paix est terminée. Pour comprendre ce qui se passe, vous devez comprendre un concept qui a tout changé. La guerre dans la zone grise. C'est le nom technique d'un type de conflit qui ne passe pas par la porte d'entrée. Au lieu de chars et de missiles, il utilise le sabotage industriel. Au lieu d'une déclaration de guerre, il utilise des drones qui envahissent l'espace aérien. Au lieu de bombardements, il recourt à des cyberattaques contre des hôpitaux, à des usines en flammes au milieu de la nuit et à des incidents inexplicables sur les réseaux électriques. L'objectif, causer des dégâts sans jamais franchir la ligne qui justifierait une véritable riposte militaire. Et ça marche. Ça marche tellement bien que la Russie en a fait son arme principale contre l'Europe. Et les chiffres sont effrayants. Selon les données compilées par le cabinet de conseil en risque Dragonfly, rien qu'en 2025, les attaques hybrides suspectées d'être menées par la Russie sur le territoire européen avaient déjà dépassé, en octobre, le total de tout ce qui s'était passé pendant toute l'année 2024. En septembre 2025, le pire épisode à ce jour s'est produit. Des essaims de drones russes ont survolé la Pologne. Des avions militaires russes ont violé l'espace aérien de l'Estonie, de la Roumanie, du Danemark et de la Norvège à la même période. C'était le moment où l'OTAN et la Russie se sont le plus rapprochés d'un affrontement direct depuis la guerre froide. Mais, comme aucun de ces incidents, isolés, n'était assez grave pour justifier une réponse militaire, l'Europe s'est contentée de protester. Maintenant, si c'est la règle dans toute l'Europe, que se passe-t-il dans le pays qui s'est le plus opposé publiquement à Poutine depuis 2022 ? L'histoire la plus cinématographique de ce nouveau conflit commence un jeudi, le 9 avril 2026. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, convoque une conférence de presse d'urgence à Downing Street, le siège du gouvernement britannique. Il entre en costume sombre, cravate sobre, et commence à parler d'une voix maîtrisée, celle de quelqu'un qui sait qu'il s'apprête à lâcher une bombe. Je révèle les détails d'une opération militaire récente menée par la Russie. Et en faisant cela, je fais cela pour exposer l'activité russe continue qui nous menace au Royaume-Uni et pour souligner notre état de préparation permanent pour y répondre. Il y raconte que, pendant plus d'un mois, 3 sous-marins russes ont opéré en silence sous les eaux froides de l'Atlantique Nord, au nord du Royaume-Uni. L'un d'eux était un Akula, un sous-marin nucléaire d'attaque, parmi les plus grands que possède la Russie. Mais, selon le renseignement britannique, l'Akula n'était qu'un leurre.
Le véritable objectif de l'opération, c'était les deux autres. Les deux autres étaient des sous-marins d'une unité russe appelée Goudi, la direction principale de recherche en eau profonde. Mais le nom n'est qu'une façade. En pratique, ces sous-marins n'ont qu'une seule fonction, déclarée par Healy, en des mots simples, cartographier l'infrastructure sous-marine en temps de paix et la saboter en cas de conflit. Et tu sais ce qu'ils étaient en train de cartographier ? Des câbles sous-marins. Ces câbles à fibres optiques qui courent au fond de l'océan, reliant le Royaume-Uni au reste du monde et par lesquels, tenez-vous bien, passent 99% de toutes les communications internationales de la planète. Vos conversations sur WhatsApp, vos transactions bancaires, vos appels vidéo, tout le contenu d'Internet, tout. Si ces câbles sont coupés, le Royaume-Uni ne perd pas seulement l'accès à Internet, il perd l'accès au système financier mondial, à la communication militaire, au fonctionnement même de l'économie moderne. L'opération britannique pour suivre les Russes a été gigantesque. Il y a eu 450 heures de vol d'avions de patrouille, des milliers de milles nautiques parcourus par une frégate britannique et par des alliés norvégiens, et 500 militaires britanniques, impliqués jour et nuit pendant des semaines, dans des conditions que Healy lui-même a décrites, extrêmement difficiles et traîtresses. Et lorsque les Russes se sont finalement retirés, le ministre a tenu à envoyer un message public. Direct, sans détour. Regardant les caméras, il a dit « Au président Poutine, je dis, nous voyons votre activité sur nos câbles et oléoducs, et toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences. » C'est le genre de phrase qui, il y a 5 ans, aurait semblé tirée d'un film. Aujourd'hui, c'est un communiqué officiel du gouvernement britannique, mais les sous-marins Guiyuji ne sont qu'une des armes de cette guerre. L'autre est leur opposé en tout. Elle ne coûte pas des milliards, n'exige pas d'entraînement militaire ni de technologie secrète. Et justement pour cette raison, elle est peut-être encore plus dangereuse. En octobre 2025, un juge britannique a condamné un jeune homme nommé Dylan Earl, âgé de 21 ans, à 17 ans de prison. Earl n'était pas un espion, il n'avait pas d'entraînement militaire, il n'était pas russe, c'était juste un petit trafiquant de drogue du centre de l'Angleterre qui était mécontent de sa vie. Il cherchait, selon ses propres mots adressés à un psychiatre, un nouveau départ. Il a trouvé ce nouveau départ grâce à une chaîne anonyme sur Telegram appelée PrivateBot. Cette chaîne, contrôlée par des agents liés au groupe Wagner, la célèbre milice de mercenaires russes, invitait les Européens à rejoindre la résistance contre les alliés de l'Ukraine. Le contrat était simple, mission payée en crypto-monnaie, sans visage, sans nom, sans signature. Earl a accepté. Il a reçu 5 000 € en crypto-monnaie. Et en mars 2024, lui et un complice ont incendié un entrepôt dans l'est de Londres. L'entrepôt appartenait à un couple ukrainien qui expédiait des terminaux Starlink aux soldats en Ukraine. La perte dépassait 1 million de livres sterling. Et voici le point qui change tout. Earl n'a pas été un cas isolé. Il s'inscrivait dans un modèle. Un modèle que les services de renseignement occidentaux appellent l'Uber du sabotage. Au lieu de former des agents professionnels pendant des années, la Russie sous-traite désormais simplement le sale boulot. Elle recrute des criminels bon marché via Telegram, paie en crypto-monnaie et ne réapparaît jamais. Si le type se fait attraper, la Russie nie tout. Si ça marche, personne ne peut prouver qui a donné l'ordre. Selon l'Institut britannique d'études stratégiques, plus de 50 actes de sabotage en Europe, entre 2022 et le milieu de l'année 2025 suivent ce même schéma. Il y a eu des incendies dans des centres commerciaux à Varsovie, des incendies de bus à Prague, des attaques contre des centres logistiques répartis sur tout le continent. Tout était organisé par message sur Telegram, exécuté par des délinquants locaux, payés en monnaie numérique. Mais c'est ici que l'histoire devient vraiment effrayante.
Parce que cette guerre invisible ne touche pas seulement des entrepôts anonymes dans l'est de Londres, elle atteint aussi les plus hauts niveaux du gouvernement britannique. Selon un rapport récent du Royal United Services Institute, le centre de recherche sur la défense le plus respecté du Royaume-Uni, des propriétés liées au Premier ministre lui-même, Keir Starmer, ont été la cible d'incendies suspects de liens avec la Russie. Des diplomates russes ont été surpris tentant d'entrer dans des zones interdites du Parlement britannique. Et des chaînes Telegram liées à la Russie ont été prises en train d'inciter les Londoniens à commettre des attaques violentes contre des mosquées. Selon les renseignements britanniques, une tentative d'enflammer le tissu social du pays de l'intérieur. Et lorsque le Royaume-Uni a tenté de réagir, a essayé de montrer sa force, de montrer qu'il n'allait plus accepter cela passivement, le résultat a été humiliant. Le 26 mars 2026, le Premier ministre Keir Starmer a fait une annonce pompeuse. Il a déclaré que la Marine royale britannique, à partir de ce jour, était autorisée à arraisonner et à saisir les pétroliers russes de la soi-disant flotte fantôme. Ce réseau de plus de 1000 vieux navires, sans pavillon défini, que la Russie utilise pour vendre du pétrole en échappant aux sanctions occidentales. C'était une mesure agressive. C'était une réponse. C'était un message. Et tu sais ce qui s'est passé après ? Rien. Littéralement rien. Au cours des semaines suivantes, plusieurs pétroliers russes ont traversé la Manche en toute tranquillité. L'un d'eux est passé escorté par une frégate de la marine russe, armée de missiles anti-navires. Savez-vous ce que la marine britannique a pu envoyer pour l'accompagner ? Un simple navire-citerne auxiliaire, sans armement, sans capacité offensive. Un journaliste du Daily Telegraph qui a couvert la scène a dû louer un bateau de pêche de 12 mètres pour pouvoir filmer, car il n'y avait aucun navire militaire britannique disponible. Le procureur général britannique, Lord Hermer, a averti que l'opération pourrait violer le droit maritime international. Autrement dit, le Royaume-Uni a autorisé publiquement, mais a tout bloqué en interne. Aucun navire russe n'a été saisi. Aucune cargaison n'a été confisquée. Rien. Mais le pire, ce n'était même pas l'opération ratée. Le pire, c'était la réaction. Le monde a commencé à rire. Donald Trump, lors d'une interview, a qualifié la flotte britannique de jouet. Le secrétaire à la défense américain, Pete Hegseth, s'est ouvertement moqué de la grande et puissante Royal Navy. Et à Londres, des généraux britanniques ont commencé à admettre à voix basse ce qu'ils tentèrent de cacher depuis des années. L'armée du Royaume-Uni est aujourd'hui à sa plus petite taille depuis 200 ans. Et la marine britannique, qui a dominé les océans du monde pendant 3 siècles, n'arrive même plus aujourd'hui à sécuriser son propre canal. Et c'est là que réside le problème. Parce que le Royaume-Uni a passé les 30 dernières années à réduire ses dépenses de défense, en vendant du matériel militaire comme de la ferraille, en fermant des bases, en licenciant des soldats. L'élite britannique croyait, avec une conviction presque religieuse, que la paix était l'état final de l'humanité. C'était un calcul. Comme vous l'avez sûrement remarqué, c'était un mauvais calcul. Nous arrivons ici à ce livre de guerre mentionné au début. Parce que c'est exactement dans ce contexte, des sous-marins espionnant des câbles, des criminels recrutés via télégramme, un premier ministre dont les maisons prennent feu, une marine humiliée, que le chef des forces armées britanniques, le maréchal de l'air Richard Knighton, a finalement fait l'annonce. Lors d'une conférence sur la défense à Londres, en avril 2026, il a confirmé « Le livre de guerre revient ». Ce document a été créé pendant la Première Guerre mondiale et constamment mis à jour jusqu'à la chute de l'Union soviétique. Il comporte 16 chapitres et décrit, avec une précision obsessionnelle, comment transformer l'ensemble du Royaume-Uni, les villes, les usines, les hôpitaux, les systèmes de communication, tout, d'une société civile en paix en une société en guerre totale en 28 jours maximum. Mais l'ancienne version datant de la guerre froide a été écrite en pensant à seulement 2 menaces, l'invasion soviétique et la guerre nucléaire. Quant à la nouvelle version, qui est en train d'être écrite en ce moment même, elle doit faire face à un ennemi qui attaque de façon que personne n'aurait imaginé en 1989.
des câbles sous-marins coupés, des réseaux électriques piratés, des toxicomanes recrutés via Telegram, des drones envahissant l'espace aérien de l'Europe et la désinformation se répandant sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre. Knighton a résumé ce tournant en une phrase qui fera la une des journaux pendant des années. La stratégie britannique n'est plus la défense, c'est désormais la résilience. Et la résilience, selon lui, exige d'impliquer toute la société, pas seulement l'armée. C'est beau sur le papier, mais il y a un problème, car impliquer toute la société exige des ressources. Et le Royaume-Uni, après 30 ans de coupe dans la défense, est dans une très mauvaise position pour commencer maintenant. Les chiffres sont brutaux. Pour te donner une idée, l'armée britannique compte aujourd'hui 70 000 soldats à temps plein. C'est son plus faible effectif depuis plus de 200 ans. La marine britannique, comme déjà mentionné, peine à patrouiller ses eaux. Et le budget de la défense, qui est en train d'être augmenté par étapes, atteindra 3,5% du PIB d'ici 2035. La plus forte hausse depuis la guerre froide. Mais il ne commencera vraiment à arriver dans les caisses qu'à partir de 2027. Et c'est ici que nous arrivons à la question qui donne des frissons aux généraux britanniques, à la question que plus personne à Londres ne peut ignorer. Est-ce qu'il y aura assez de temps ? Est-ce qu'il y aura assez de temps pour reconstruire une armée qui a été détruite au cours de 3 décennies avant que l'ennemi ne décide d'attaquer pour de bon ? Le Royaume-Uni est en retard. Et selon les mots du chef des forces armées lui-même, l'Europe va maintenant souffrir. Peut-être que le vrai changement ne réside pas dans les sous-marins, ni dans les lois, mais dans la tête des gens. Toute notre vie, nous avons grandi en croyant que la paix était l'état naturel des choses, et que la guerre, eh bien, c'était l'exception. Ce n'est plus le cas. En janvier 2026, les scientifiques du bulletin des scientifiques atomistes ont placé l'horloge de l'apocalypse à 85 secondes de minuit. C'est le point le plus proche de la fin que cette horloge ait jamais enregistré dans toute son histoire. Plus proche que pendant la crise des missiles de Cuba. Plus proche qu'il ne l'a jamais été. Et ce que le Royaume-Uni fait en ce moment n'est pas la réaction isolée d'une île européenne inquiète. C'est le signe qu'une civilisation entière réalise que l'ère confortable de la paix est terminé. Personne ne sait ce qui va arriver. Mais le Royaume-Uni s'est enfin réveillé. Maintenant, je veux savoir ce que tu en penses. Penses-tu que cette guerre invisible va se transformer en une guerre ouverte entre le Royaume-Uni et la Russie dans les prochaines années ? Ou bien tout cela va-t-il continuer dans la zone grise comme on le voit actuellement ? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Si tu as aimé cette vidéo, et que tu veux continuer à comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses du monde, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage. À la prochaine.